Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La France ne laissera pas le crime de l'attentat de Marrakech impuni. Déclaration de Nicolas Sarkozy devant les familles des 8 victimes françaises lors d'un hommage à Orly. Le chef de l'État a évoqué la vie de chacun et les destins brisés tout en rappelant que les terroristes n'auront aucun répit. Les États-Unis vont-ils publier des photos du corps d'Oussama Ben Laden? La Maison-Blanche hésite à rendre public ces clichés qu'elle qualifie d'atroces, mais de plus en plus d'élus du Congrès américain le réclament pour mettre fin aux nombreuses interrogations et qui alimentent depuis 48 heures les médias du monde entier. Martine Aubry renoncerait-elle à se présenter aux primaires socialistes en vue de 2012? L'information du nouvel observateur a été balayée par la première secrétaire du parti qui parle de ragot, mais les grandes manœuvres ont commencé en coulisses. Les partisans du patron du FMI se sont donné rendez-vous au Sénat aujourd'hui. Beaucoup d'effervescence, décryptage à suivre du journaliste David Revaud-Dallon. C'est tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. 5 jours après l'attentat de Marrakech qui a fait 16 morts, les dépouilles des 8 victimes françaises ont été rapatriées aujourd'hui à Paris. Un hommage solennel leur a été rendu, une cérémonie, vous allez le voir, poignante et très émouvante. Pierre Bronde-Joseph. Il est 17h lorsque l'avion transportant les corps des Français tués dans l'attentat de Marrakech se pose sur l'aéroport d'Orly. Les 8 cercueils, drapés de la bannière tricolore, sont alignés sur le tarmac pour un dernier hommage. Entouré des proches et des familles, Nicolas Sarkozy, accompagné de son épouse, se recueille devant les dépouilles et autant de destins fauchés par une bombe, comme ce jeune couple parti en vacances à quelques mois de leur mariage, ou encore cette fillette de 10 ans. Un hommage et un avertissement aux terroristes. Je le dis devant vous qui allez maintenant devoir vivre avec cette douleur, mais aussi avec ce terrible sentiment d'injustice qui nous habite tous ce soir. La France ne laissera pas ce crime impuni. Si la piste d'Al-Qaïda est privilégiée par les autorités marocaines 5 jours après le drame, l'attentat n'est toujours pas revendiqué et aucune arrestation n'a été annoncée. Rien qui puisse donc apaiser la douleur des familles, comme celle de ce père qui, quelques minutes avant le drame, avait reçu le message de sa fille « Ne t'inquiète pas papa, tout va bien ». Et au lendemain de l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden, le rôle du Pakistan dans la traque du chef historique d'Al-Qaïda reste flou. Selon le Premier ministre britannique David Cameron, le fait que Ben Laden ait vécu dans un quartier résidentiel montre qu'il devait avoir un réseau de soutien. Pour le Premier ministre François Fillon, le Pakistan doit clarifier sa position vis-à-vis du terrorisme. On l'écoute. Il faut que le Pakistan modernise son organisation, clarifie ses relations avec certaines organisations. Il faut que le Pakistan mène une lutte sans répit, à la fois contre les talibans pakistanais, mais aussi contre les talibans afghans. Et ce soir, de nouvelles informations autour de l'assaut final nous parviennent. On apprend ainsi que l'épouse de Ben Laden serait blessée et pas tuée, que le chef historique d'Al-Qaïda n'était pas armé. Et tandis que des élus américains réclament la publication des photos du cadavre de Ben Laden pour mettre fin aux interrogations qui entourent l'opération des forces spéciales, la Maison-Blanche prévient ce soir, je cite, que la photo de la dépouille est atroce. Pas plus d'éléments ce soir alors que de nombreuses zones d'ombre persistent. Les détails avec Mounir Soussi. Un Barack Obama concentré, entouré de ses collaborateurs, le président américain accueille avec sang-froid la mort d'Oussama Ben Laden. Les images de la salle de crise de la Maison-Blanche diffusées aujourd'hui ne répondent pourtant pas aux nombreuses zones d'ombre qui entourent l'opération Geronimo. L'attitude du Pakistan, souvent accusé de double jeu, est au centre des interrogations. Les suspicions américaines sont bien réelles. La CIA n'a pas informé son allié stratégique dans la région, par crainte de fuite pouvant faire échouer le raid. Beaucoup de flou entoure aussi les conditions de l'intervention militaire. Les unités d'élite avaient-elles l'ordre d'abattre Ben Laden ? L'administration américaine s'en défend, mais la disparition du chef d'Al-Qaïda évite une détention et un procès aussi délicat que compliqué. Reste à connaître les éléments prouvant la mort de Ben Laden. Des parlementaires américains demandent que des photos de son cadavre soient publiées. La Maison-Blanche n'a pas encore tranché la question. Pour l'heure, et selon les autorités américaines, seul un test ADN prouve que le corps jeté en mer la nuit dernière est celui d'Oussama Ben Laden.
Et puis un petit peu partout aux États-Unis, puis en Europe, la vigilance s'accentue. En France, le directeur central du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, estime que la menace d'attentat contre les intérêts français s'est aggravée. Nous allons en parler ce soir avec nos invités, en évoquant aussi et surtout les otages français. On pense bien sûr en Afghanistan, mais aussi au Sahel. Nos invités ce soir, le sénateur UMP Jacques Gauthier. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Avec nous également Guillaume Denoy de Saint-Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole et le directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme. On va d'ailleurs parler ce soir des victimes de l'attentat de Marrakech. Je vais quand même préciser, monsieur Denoy de Saint-Marc, que vous-même, votre père a été tué lors d'un attentat, celui du vol des sétistes du TA. On a vu cette cérémonie d'hommage très poignante aujourd'hui. Évidemment, il y a le recueillement. Quand on est victime, qu'est-ce qui peut venir un petit peu atténuer tout cela? Est-ce qu'il y a un désir de vengeance? Est-ce qu'on pense... Le désir de vengeance, il l'est au début, mais il ne reste pas longtemps. Je dirais que la première demande, c'est une demande de justice. Je dirais d'abord, c'est arriver à se reconstruire, à se remettre debout. Et ensuite, c'est vraiment, une fois qu'on y arrive, et c'est pas tout, ça peut être long, ce qui peut l'accompagner, c'est le fait qu'il y ait une enquête, se percevoir que la raison d'État ne passe pas, que vraiment on va aller jusqu'au bout des choses et qu'une enquête va être diligentée, va avancer. Et le fait qu'on puisse se constituer partie civile en France est un élément très important par rapport à d'autres pays européens, même d'autres pays dans le monde, mais enfin déjà en Europe. Et donc de pouvoir être acteur, pouvoir suivre ce qui va se passer et si possible aller vers un procès. Malheureusement, dans le cas du terrorisme, c'est assez rare qu'il y ait des procès, mais le procès est quelque chose d'important pour les familles. C'est répondre en fait aux questions essentielles, pourquoi, comment. Et ce qu'il est important, c'est sentir le soutien de l'ensemble de la société et de l'État en particulier. Parce que les victimes du terrorisme ont cette particularité par rapport à d'autres victimes, c'est qu'elles ne sont pas visées. La cible, c'est la société, c'est l'État. Et très souvent, il se développe chez les victimes un sentiment de rejet de la part de l'État, de suspicion, parce que l'État n'est pas assez attentif au statut. Il ne s'agit pas, c'est pas l'aspect monétaire, c'est simplement dans la durée, sentir que l'État est toujours derrière les victimes, dans la continuité et dans la durée. Voilà, et on va préciser que dans ce cas, alors vous avez rappelé que c'est très compliqué, c'était très difficile qu'il y ait un procès, mais dans ce cas, il y a une enquête qui est menée évidemment au Maroc et qui est menée aussi par Paris sur place au Maroc. Jacques Gauthier, vous faites partie, je l'ai dit, de cette commission de la défense et des forces armées. J'imagine qu'on n'a pas plus d'éléments ce soir sur... Non, on n'en a pas plus. Je crois qu'on est sous le choc. L'intense émotion, je crois que ces cercueils, les familles, le président recueilli, c'est quelque chose de fort pour chaque Français. Et je crois qu'on partage la peine des familles à ce moment-là. Je crois qu'on est révolté par un acte odieux, barbare. Et en même temps, on est parfois un peu désarmé dans un premier temps face aux familles. Comment leur apporter de l'aide? Et je crois que le président a trouvé les mots justes. Vous avez évoqué la justice, assurer les familles qu'un tel acte ne restera pas impuni et que l'État fera tout ce qui est en son pouvoir pour identifier les auteurs, les poursuivre, les faire arrêter et, si possible, juger. Et pour rebondir sur votre actualité, quelque part pour les États-Unis, justice a été rendue avant-hier par rapport à Ben Laden, sachant que je dis par rapport à la mentalité américaine. Qu'est-ce qui vous dérange La justice, voilà, la manière dont la justice s'est passée. C'est pas la justice. La justice pour nous, c'est un procès. La justice, c'est le fait que la personne réponde de ses crimes devant un tribunal. On n'est pas au Far West. Vous avez parlé de cultures différentes. Effectivement, c'est sans doute la culture différente. Mais voilà, je dirais, il n'y a aucun esprit de vengeance en général chez les victimes. Et moi, on m'a proposé justement, alors l'auteur de l'attentat, bon, on sait que c'est lié à la Libye. On ne sait pas qui c'est. On va être clair. Dans notre cas, si, on sait exactement qui c'est. C'est le beau-frère de Kadhafi et 5 autres personnes. Et on m'a proposé, les Libyens m'ont proposé personnellement, lors des négociations, de tuer les 5 autres si on laissait Abdel Senussi, le beau-frère de Kadhafi, tranquille. Et bien sûr, on a refusé. Pour bien vous dire que c'est vraiment pas la mort qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la justice. Alors justement, Jacques Gauthier, on apprend ce soir que Ben Laden n'était pas armé lors de l'assaut. On peut donc supposer qu'il a été volontairement tué. Est-ce que cette justice, j'allais dire dent pour dent, mais qu'on peut comprendre, est-ce qu'elle peut permettre aux victimes de tourner plus rapidement la passe et puis de construire l'avenir? Écoutez, je crois que dans le cas de Ben Laden, c'est un acte de guerre. Ben Laden a déclaré la guerre au monde occidental. Je vous rappelle qu'il représente au-delà du 11 septembre, quelque chose comme 20 à 30 000 morts, 130 à 140 attentats.
il y a un assaut qui est donné, il est dans l'axe de l'assaut, et je crois clairement que des instructions avaient été données en ce sens, mais ce qui comptait, je pense, pour les Américains, c'est de montrer qu'un symbole allait s'effondrer. Je pense qu'ils ne voulaient pas d'un procès. On a vu ce qui s'était passé avec Saddam Hussein. Un procès, c'est l'occasion pour l'homme de défendre une cause. Et donc, je pense qu'ils ont voulu aller au bout de l'acte de guerre. Je crois que ce qui s'est passé est un acte de guerre, compris par les Américains comme un acte de justice, mais qui reste aussi la fin d'un homme symbolique avec tout ce qu'il représentait de mal et de fort pour d'autres. Vous comprenez, Guillaume de Notre-Sama ? Sur l'aspect symbolique, oui, c'est vrai que c'était un symbole. Maintenant, je dirais qu'il ne faut pas non plus avoir d'illusions sur le fait que ce n'est pas parce que Ben Laden est mort que Al-Qaïda en général, et puis je dirais tous les sous-groupes qui sont affiliés à Al-Qaïda ont disparu. La menace n'a pas diminué pour autant, et on le voit d'autant plus qu'au contraire, elle a un peu augmenté partout. Enfin, les niveaux de vigilance ont été augmentés. Ça prouve bien que ça ne résout pas le problème. Ça, par contre, c'est effectivement un symbole très fort, surtout pour les États-Unis, et je pense à tous ces gens qui ont assisté au World Trade Center, sans compter les familles. Parce que je crois qu'il faut dissocier les familles des victimes des New-Yorkais en général, qui n'ont pas tout à fait le même sentiment là-dessus. Mais pour les New-Yorkais, c'est vrai que c'était exutoire, cette mort, et ça a été libérateur. Et on l'a vu. Alors Jacques Gauthier, on va parler aussi des conséquences en France. Bernard Squarcini, je l'ai dit tout à l'heure, il a précisé que la menace d'attentat contre les intérêts français s'est aggravée. Alors je sais que la Commission des Affaires étrangères, dont vous faites partie, l'a souvent auditionné. Est-ce que vous souhaitez, au vu de ces nouvelles informations ce soir, une nouvelle audition, justement, pour comprendre le contexte de ces phrases? Je ne le crois pas. Vous savez, après un acte comme celui qui vient de se passer, on peut penser naturellement que les proches, certaines familles d'Al-Qaïda, quelles qu'elles soient, vont chercher à réagir. C'est, je dirais, plus inquiétant et moins inquiétant à la fois. Plus inquiétant parce qu'ils vont agir rapidement, sans préparation, et qu'on risque d'avoir un attentat aveugle avec un kamikaze qui se jette dans la foule. C'est en même temps plus dangereux puisque comme c'est rapide, nos services ont moins de facilité pour remonter les filières, pour repérer ce qui se prépare. Mais en même temps, on peut penser que ça sera des actes, s'il y en a, moins importants, moins lourds que ce que nous avons vécu, parce qu'un attentat doit être préparé. Là, en effet, ça sera quelque chose de bâclé pour réagir à chaud à quelque chose qui leur a fait mal. C'est votre avis ? Oui, le deuxième risque, c'est qu'il y ait un groupe d'Al-Qaïda qui veuille reprendre le flambeau pour se positionner, pour récupérer l'héritage de Ben Laden. Voilà. Des risques, mais en ça, c'est un autre risque, mais à plus long terme, et qui peut être contré par les services. Messieurs, je vais vous faire réagir à notre question posée avec notre partenaire, le Figaro.fr. Elle concerne ce thème. La voici, elle va s'afficher sur votre écran. Mort d'Oussama Ben Laden, craignez-vous les représailles des terroristes? Et puis en France, on suppose oui pour 63% des votants et non pour 32% des votants. C'est en tous les cas une inquiétude et donc il faut appeler à la vigilance. C'est tout à fait logique. Je crois qu'il faut que, surtout à l'étranger, vous avez vu qu'on a renforcé la sécurité dans les lieux à risque, notamment au Sahel. Je crois en effet qu'il faut se rendre compte que nous risquons pendant quelque temps quelques actes isolés, mais mal organisés. On va finir par cette actualité, malheureusement, qui se bouscule. C'est sur le même thème, puisqu'en Libye, on apprend qu'il y a eu un attentat à la voiture piégée. Donc, il s'est déroulé à Benghazi, qui est, vous le savez, le fief des rebelles. Il n'y a pas de victimes. Merci, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. La suite du 22h, tout à fait autre chose, aspect politique à présent de ce journal avec cette question. Martine Aubry renoncerait-elle à se présenter aux primaires socialistes en vue de 2012 ? Eh bien, l'information du nouvel observateur a été balayée par la première secrétaire du parti qui parle de ragot. Mais les grandes manœuvres ont commencé en coulisses. Les partisans de Dominique Strauss-Kahn se sont donné rendez-vous au Sénat. Beaucoup d'effervescence aujourd'hui. On va le voir tout de suite avec Fabrice Cunet. C'est devenu une habitude. Depuis 3 ans, Pierre Moscovici réunit régulièrement parlementaires et élus locaux autour de la candidature de DSK. Si le rendez-vous n'a rien d'exceptionnel, la table s'est agrandie avec plus de 70 convives aujourd'hui. Pour autant, pas question de se déclarer prématurément. Je ne vois vraiment pas pourquoi se précipiter. Vous savez, ces primaires viennent en réalité assez tôt. Il y a peu de grandes démocraties dans lesquelles on a une campagne qui dure 8 mois. Donc du travail, encore du travail, du rassemblement. Le seul message aujourd'hui qui soit un peu différent de l'ordinaire, c'est qu'on est de plus en plus nombreux.
Cette officialisation de la candidature de DSK aux primaires socialistes interviendra le 28 juin, selon Pierre Moscovici. Alors en attendant, ses soutiens tentent de préparer le terrain. Le projet sert de plateforme, le projet socialiste. Maintenant, il y a un programme du candidat. Et c'est là-dessus, en échangeant, et les remontées de terrain des uns et des autres, et pas simplement du microcosme parisien. Voilà, c'est plus clair comme ça. Au-delà de ce déjeuner, 2 autres groupes de travail se sont réunis, cette fois à l'Assemblée nationale. Des initiatives qualifiées de complémentaires et une mobilisation des Strauss-Kahniens qui ne choquent pas les soutiens des autres candidats aux primaires. Non, je ne suis pas invité, donc j'y vais pas. Moi, je vais où je suis invité, voilà. Hasard du calendrier, François Rebsamen est justement invité dans une autre aile du Sénat, mais par François Hollande. Pas de doute, la campagne pour les primaires socialistes s'est accélérée. Voilà, vous l'avez compris, beaucoup d'effervescence au Parti socialiste et au Sénat. Aujourd'hui, on va en parler avec le journaliste David Revaud-Dallon. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste à Europe 1. Alors, il y a eu beaucoup de bruit autour de Martine Aubry. Elle a démenti fermement. Mais avec ce que vous savez, j'ai envie de dire, elle n'ira pas aux primaires en vue de 2012 ? Elle n'ira pas, c'est difficile de le dire aujourd'hui, de l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que Dominique Strauss-Kahn y va de plus en plus vite, et que donc Martine Aubry, qui est son alliée et qui a toujours dit qu'elle ne s'opposerait pas à Dominique Strauss-Kahn, elle y va de moins en moins. C'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Le Nouvel Observateur, effectivement, sort cette information selon laquelle elle aurait annoncé à ses proches qu'elle a renoncé, démenti formel. Persiste et signe. Oui, mais bon, je ne me prononcerai pas sur la qualité du travail de mes confrères. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Martine Aubry, je le répète, est de moins en moins candidate par la force des choses, puisqu'elle est dans le respect de ce deal avec Dominique Strauss-Kahn, qu'elle a passé il y a maintenant 3 ans, et qu'elle explique qu'elle ne se présentera pas contre lui, qu'il est totalement impossible qu'il se livre à un combat frontal, et que donc, si l'on en juge par l'observation des derniers jours, c'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn est de plus en plus candidat, eh bien Martine Aubry, fatalement, l'est de moins en moins. Il est de plus en plus candidat, et puis il était de plus en plus à Paris. D'ailleurs, il était derrière moi. Il a rencontré Martine Aubry. Peut-être que des choses se sont dites au cours de cette rencontre que finalement... je pense que le cut final n'est pas... Enfin, je me trompe peut-être, mais je pense que le cut final n'est pas encore tout à fait donné. Mais ce qui est donné, c'est la tendance. Ce qui est évident, donc, c'est que Dominique Strauss-Kahn n'a pas annoncé à Martine Aubry qu'il le serait, mais qu'il lui a sans doute fait passer le message selon lequel il y va de plus en plus. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas besoin de faire passer un message, puisqu'il suffit d'observer les sondages dans lesquels Dominique Strauss-Kahn, et sa cote plutôt, est très au-dessus de celle de tous les présidentiables socialistes. Et puis, il y a effectivement cette semaine parisienne où il a rencontré le banc et l'arrière-banc du PS, voire même au-delà, on ne sait pas, mais il a rencontré tous les responsables socialistes, petits, moyens et grands, ce qui veut bien dire que pour un directeur général du FMI, il ne s'occupe pas que de la mondialisation financière et de la crise économique mondiale. Alors, comment vous expliquez que de plus en plus de Hollandais, de partisans de François Hollande se convertissent soit à la neutralité, soit en faveur de Dominique Strauss-Kahn? C'est un phénomène logique. Les socialistes, comme d'habitude, attendent de voir où le vent va tourner. À quelques mois d'un congrès, d'une élection présidentielle, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, il semble que le vent tourne ou s'apprête à tourner dans les semaines qui viennent très clairement en faveur de Strauss-Kahn, mais ce n'est pas encore tout à fait certain. Donc, on préserve ses arrières, on ne prend pas de risques, on met ses billes dans toutes les écuries et on choisira le moment venu laquelle est la meilleure et la plus à même de gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que Dominique Strauss-Kahn, effectivement, commence à attirer de plus en plus et que dans les jours, les semaines qui viennent, on va voir de plus en plus de Strauss-Kahniens et qu'on va s'apercevoir du fait qu'il a de plus en plus d'amis. Une tentative d'isolement, j'allais dire d'étouffement au sens figuré, de François Hollande? Pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que les amis de Dominique Strauss-Kahn ne souhaitent pas que François Hollande se présente, puisque c'est un adversaire quand même assez dangereux. Il peut lui faire mal pendant la primaire. Il ne peut vraisemblablement pas le battre au vu des rapports de force dans les sondages, mais il peut lui faire mal. Et donc les amis de Dominique Strauss-Kahn verraient bien François Hollande retirer sa candidature de manière à laisser le champ libre et le boulevard libre à Dominique Strauss-Kahn. En revanche, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui... à part cette primaire qui pourrait être rendue plus compliquée par sa présence, les amis de Dominique Strauss-Kahn n'ont pas franchement peur, ils ne sont pas vraiment terrorisés de la candidature de François Hollande. Alors, à ce rythme, est-ce qu'on va avoir des primaires, des vraies primaires, j'allais dire, de confrontation, ou est-ce qu'on va avoir des primaires, finalement, qui ont validé celui qui monte? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'oriente de plus en plus vers des primaires de confrontation. On peut regretter qu'il n'y ait pas une vraie compétition, mais on peut aussi se dire que cette compétition est dommageable pour le Parti socialiste, puisque ça avait été le cas la dernière fois, en 2006, qu'il y avait eu une primaire qui avait vu Ségolène Royal s'imposer, mais à quel prix? Au prix d'une espèce de guérilla de plusieurs mois qui avait été très dure et qui avait finalement coûté très cher à la candidate. Aujourd'hui, on s'oriente de plus en plus, certes, vers une primaire
de confirmation, d'adoubement, de ratification, c'est pur et simple. Il y aura très peu de débats, il y aura vraisemblablement un débat dans l'entre-deux tours et c'est tout. Il n'y aura pas de meeting, il y aura peu d'argent pour les candidats. La campagne va durer 2 semaines, donc vraisemblablement c'est une primaire en catimini qu'on nous prépare. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? En tout cas, c'est sans doute pas de nature à mobiliser des millions et des millions d'électeurs et d'électrices. Oui. Voilà, c'est pas de nature à mobiliser les foules. Ce qui est sûr, c'est que c'est de nature à éviter tout débordement, tout dérapage. Et vu l'histoire récente du Parti socialiste, c'est sans doute l'essentiel. Alors pour finir, ma dernière question, quel est le meilleur candidat socialiste pour la droite, c'est-à-dire celui que la droite pourrait battre, et on sans doute Nicolas Sarkozy le plus facilement. On voit que l'UMP, la droite, vante beaucoup les qualités de François Hollande. Il faut y voir un signe. L'UMP a changé très régulièrement et très souvent de meilleurs candidats. On nous expliquait il y a quelque temps que c'était Martine Aubry, puis Dominique Strauss-Kahn, puis François Hollande. Ce qui est sûr, c'est que l'Élysée ne prend pas vraiment au sérieux Ségolène Royal, dans la mesure où Nicolas Sarkozy l'a déjà battu. Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy considère que finalement, sur le plan de l'image, peut-être du mode de vie, il est assez proche de lui et que la candidature Strauss-Kahn retirerait à ses adversaires l'argument du bling-bling qui lui a coûté si cher. Martine Aubry, il considère qu'elle est une adversaire parfaite puisqu'elle est très clivante, très marquée à gauche, lui étant évidemment dans une politique de droite très assumée. Donc pour lui, c'est une cliente idéale. Au fond de lui-même, il ne le dira pas, mais considère qu'elle n'est pas à la hauteur sur le plan de la compétition. Ces derniers temps, il se murmure effectivement que c'est François Hollande qui a les faveurs de l'Élysée. Mais on peut se demander quand même dans quelle mesure il s'agit là d'info ou d'intox. Merci beaucoup David Revaud-Dallon pour cet éclairage. Merci à vous. La suite du 22h. Dans un instant, nous allons parler culture et de l'exposition Cranach au musée du Luxembourg. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info d'Alexandra Colino. C'est une première depuis la réforme constitutionnelle de 2008. Un projet de loi est rejeté en commission. Cela s'est passé cet après-midi au Sénat. La commission des affaires sociales examinait le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. Le texte voté à l'Assemblée le 22 mars instaure notamment la possibilité de soins ambulatoires sans consentement. C'est cette partie du texte qui pose problème. Le projet de loi est donc bloqué. Reste à savoir quel texte sera finalement examiné le 10 mai, puisque la séance publique est maintenue. Un peu plus d'un an après la tempête Xynthia, le Sénat a voté aujourd'hui une proposition de loi pour mieux prendre en compte le risque de submersion marine et adapter les règles d'urbanisme. Parmi les articles de la proposition de loi, une journée nationale de prévention des risques naturels, la création d'une nouvelle catégorie de risques pour les submersions marines, l'obligation de la remise d'un rapport d'évaluation des digues et un financement pérenne des travaux grâce à une nouvelle taxe d'aménagement. Ils étaient une cinquantaine de militants d'ACT UP et de l'association Aide devant le Sénat cet après-midi. Habillés de noir et accompagnés d'un corbillard, ils ont protesté contre la possible modification de la loi sur les étrangers malades. Demain, une commission mixte paritaire députés-sénateurs doit se prononcer sur le droit de séjour actuellement accordé aux étrangers atteints de pathologies graves. Le projet de loi Besson sur l'immigration prévoit de restreindre ce droit de séjour à ceux n'ayant pas de traitement dans leur pays. Le texte avait été adopté par le Sénat mi-avril. De l'encre jetée sur les murs de l'ambassade de Syrie. Avec cette opération surprise ce matin, Reporters sans frontières entendait dénoncer les meurtres de journalistes en Syrie, mais aussi en Libye, au Bahreïn et au Yémen. Dans une interview à paraître demain dans l'Express, le président soutient son ministre de l'Intérieur sur la question de l'immigration légale. Claude Guéant avait fait polémique début avril en déclarant que le gouvernement voulait réduire cette immigration légale. Nicolas Sarkozy confirme dans cette interview cette volonté, soulignant que c'est une question de bon sens. Le président souhaite réduire de 20 000 personnes le nombre d'étrangers admis chaque année en France. Ce chiffre passerait alors de 200 000 à 180 000. Je vous invite maintenant à observer 1 minute de silence. L'hommage rendu cet après-midi à Patrick Roy, mort cette nuit d'un cancer du pancréas, est émouvant. L'homme à la veste rouge laisse une place vide. En mars, le député PS du Nord était revenu sur les bancs de l'Assemblée après plusieurs mois d'absence. Il avait salué la solidarité de ses collègues. Ce souffle, vous me l'avez tous donné, tous, à gauche, à droite, au gouvernement. Jamais, jamais je n'oublierai.
Et tout de suite, la page culture du 22h avec notre invitée ce soir, Géraldine Breuil. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes administratrice du musée du Luxembourg. On va parler ensemble de peinture, d'exposition, de Cranach. Mais d'abord, une question sur le musée du Luxembourg. Ceux qui le connaissent, ceux qui ont l'habitude de le fréquenter, on sait qu'il a été fermé pendant un certain temps. C'est une renaissance aujourd'hui ? Oui, en effet, il a été fermé à peu près 1 an et donc il réouvre enfin. Ce musée a un capital sympathie pas possible et un public très fidèle et qui est venu en nombre fêter la réouverture du musée et qui a accueilli l'exposition Cranach avec Alors justement, enthousiasme. Pour faire grossir encore plus ce public, l'exposition Cranach et son temps, hein, c'est le nom exact. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément Cranach, ou en tous les cas tous les détails de ces très très belles peintures, comment vous le présentez pour qu'on ait envie d'y aller Déjà, en effet, c'est vrai que c'est un peintre assez méconnu du grand public et qu'on ait l'opportunité de le montrer à Paris, puisque c'est la première exposition qui lui est consacrée, c'est déjà un événement en soi. Donc, et ensuite, pour nous, c'était assez important de présenter cet artiste, puisque le Sénat nous a imposé un certain nombre d'axes de programmation. Il rentre dans cet axe Renaissance européenne, alors que par le passé, le musée était plutôt consacré à la Renaissance italienne et c'est le plus grand peintre de la Renaissance germanique et donc c'était vraiment assez formidable de réouvrir aussi avec lui et avec ces nus qu'on voit à l'écran. Alors les nus c'est le sacré, mais aussi des nus qui étaient quand même très provocateurs pour l'époque. Oui, c'est assez provocateur. En même temps, c'est tout un jeu qui était aussi, c'est une forme de, et c'était une des lectures de l'exposition. Donc, il faut venir pour découvrir. Mais une des lectures, c'est aussi de montrer en quoi c'est un artiste qui a fait une forme de propagande, notamment dans le cadre de la réforme protestante. Et ces nus jouent en effet un rôle important. En indiquant des formes de morale, de ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. On voit ces visages, ces regards de femmes. Alors, il y a beaucoup de... Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas assez de jeunes qui vont à l'exposition, mais moi, j'en ai vu quand même beaucoup. Comment vous expliquez ce succès tout de suite de l'exposition ? Le succès, je pense qu'il tient en partie, en effet, à la réouverture du musée, qui était très attendue, à la curiosité de ce public. Et puis, c'est un artiste assez exceptionnel qui n'avait jamais été montré à Paris. Ouais. Donc... Avec des œuvres exceptionnelles, hein, qui sont venues, qu'on n'a pas forcément vues à Bruxelles, des œuvres qui n'ont pas été vues par le public français. Oui, puisqu'en effet, il y a notamment, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, un diptyque d'Adam et Ève qui vient de Besançon et qui n'avait pas été présenté à Bruxelles. Donc, c'est une adaptation de l'exposition qui avait été présentée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qui est plus petite, puisque tout simplement l'espace est plus petit, et qui est aussi renouvelée pour partie, puisqu'il y a des traits exceptionnels, qu'on a obtenus. Beaucoup de jeunes, un événement dans l'événement. Il y a cette exposition Cranach et puis l'ouverture du musée de Luxembourg. Donc beaucoup de raisons pour y aller. Merci beaucoup Géraldine Breuil. C'est jusqu'au 23 mai. Donc on a il reste peu de temps. Dépêchez-vous de venir. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 22h. Je vous en rappelle le principal titre. La France ne laissera pas le crime de l'attentat de Marrakech impuni. Déclaration aujourd'hui de Nicolas Sarkozy devant les familles des 8 victimes françaises. Lors d'un hommage à Orly, le chef de l'État évoquait la vie de chacun et les destins brisés, tout en rappelant que les terroristes n'auront aucun répit. Et puis cette dernière information qui nous est parvenue tout à l'heure concernant un attentat à la voiture piégée à Benghazi, qui est le fief des rebelles, aucune victime. Voilà pour les informations ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis à demain. Belle soirée à vous. Dans quelques semaines, les 8 pays les plus puissants de la planète se réuniront à Deauville pour évoquer les grands défis économiques qui attendent encore le monde. Qui mieux que Christine Lagarde, la ministre de l'économie française, pouvait nous en parler. Elle sera l'invitée de Leader. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est jeudi à 23h sur Public Sénat. Il y a des gens qui vivent très mal le fait d'être 6 en cellule. Ce qui est le plus pénible peut-être, c'est d'avoir à demander tout. Juin 2009, la prison de Nancy s'apprête à quitter ses vieux murs du centre-ville pour un établissement tout neuf en périphérie. Le seul bémol, c'est
qu'il n'y a plus de contact avec les surveillants, il n'y a plus de contact humain en fait. L'occasion pour les réalisateurs d'interroger le personnel et les détenus sur leurs conditions de vie, de travail et l'influence du bâtiment sur leur vie quotidienne. C'est pas parce qu'on est seul dans sa cellule qu'on est isolé. D'une prison à l'autre, un documentaire de Laurence Milon et Guy Girard, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. Il y a tellement de mensonges et de contre-vérités qui ont été formulés que je comprends que des gens s'interrogent. Et d'ailleurs, si je suis là, c'est aussi pour répondre à tout. Les politiques dénoncent souvent les mensonges dont ils seraient les victimes, mais eux-mêmes nous disent-ils forcément toute la vérité? Dans les situations de crise, face aux scandales et aux questions pressantes, certains ont développé l'art de ne pas dire la vérité sans pour autant proférer des mensonges qu'on pourrait leur reprocher. Alors quel est cet art? Quelles en sont les recettes? Et par quel type de pirouette espèrent-ils s'en sortir? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les politiques en tenue d'acrobates, avec nous 4 invités. Guy Achard, professeur de lettres à Lyon et auteur de ce livre, La com au pouvoir, dans lequel vous décryptez les manipulations des politiques. Cynthia Fleury, philosophe et auteur de La fin du courage, dans lequel vous vous intéressez au courage et au risque en politique. Alors on verra avec vous s'il est plus risqué et dans quel cas de proférer des mensonges ou de dire la vérité. On parle des politiques. Dominique Minguenot, linguiste pour analyser toutes les figures de style permettant de ne pas dire toute la vérité. Et enfin Sébastien Boller de la revue Cerveau et Psycho pour analyser la manière dont nous autres, téléspectateurs, citoyens, percevons ces discours, des discours qui s'apparentent parfois à de véritables prouesses pour habiller le réel. C'est le cas notamment en situation de crise, lorsqu'un mot risque d'affoler les populations. Ça s'est produit par exemple avec le mot catastrophe, que le ministre Éric Besson a dans un premier temps refusé d'employer lors de la de Fukushima. Regardez, avec le recul, ça prend tout son relief. Au moment où nous nous parlons, c'est un accident grave, mais ça n'est pas une catastrophe nucléaire. Ça n'a strictement rien à voir, à ce stade, avec Tchernobyl, ni dans les explications, ni dans l'enchaînement des faits, ni a fortiori au moment où nous nous parlons, dans les conséquences. Donc faisons attention de ne pas mettre d'abord nos amis japonais en difficulté,